Story time. J'étais sur une aire d'autoroute, j'attends pour retirer de l'argent. Un mec, 50aine d'années devant moi, il fait ses trucs, donc j'attends à 1 mètre, 2 mètres. Il s'en va, j'arrive devant le guichet, 200 balles, il a laissé tous ses billets, 200 balles. À votre avis, qu'ai-je fait à ce moment-là ? Bonjour YouTube, salut YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, bonjour YouTube, coucou YouTube. YouTube venait passer un traquenard. Il y a un lien qui est sorti pendant les vacances sur un petit quiz sur l'UX pur. Pas l'UI, l'UX. Est-ce que ça vous dit de le faire ? Ok, est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce qu'on peut démarrer le quiz ? Je plaisante évidemment, excellent. Alors, un petit quiz, donc 10 idées reçues sur l'UX design. Donc déjà le site est rigolo, avec cette police qui est très à la mode, cette police en ce moment, vous trouvez pas ? Ah, je pense qu'elle va pas durer, hein. Ça va être très mode, mais en ce moment elle est partout, hein. Elle est partout cette police. J'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop non plus, mais c'est la mode. Alors est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le scroll infini est une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. En d'autres termes, est-ce que vous pensez que c'est une good UX de proposer du scroll infini ou est-ce que c'est du bad UX de proposer du scroll infini à ses utilisateurs ? Alors, c'est pas bien, nous dit StudioMad, c'est pas bien, nous dit Alexis. Oui, nous dit absolument pas. Green nous dit bad. Bad UX en général, mais ça dépend du contexte. Non. Moi, j'aurais dit non aussi. Mais le plus intéressant, ce serait de dire pourquoi. À votre avis, pourquoi c'est pas bien d'avoir un scroll infini ? Si on suit la logique des réseaux sociaux, c'est good. Mais là, ça pue le piège. Alors ouais, justement, l'accès au footer c'est relou. Ok, c'est un point, Greenphaser, on le note. Faut guider l'utilisateur, d'accord. Ça charge trop, c'est trop long, tu t'y retrouves pas. Ok. Ça lasse le user, ok. Ne pas lancer vers un chemin, c'est nul, ok. Si on scrolle infiniment, c'est qu'on ne trouve pas l'information qu'on souhaitait. Pas mal, t'es dit, ok, c'est intéressant. Pas de scroll infini, ça veut dire pagination. Ça veut dire soit pagination, soit page qui se termine. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la fin quoi. Ça rend le site long à charger, intéressant. Alors ils disent pas si c'est dans une appli ou dans un site web, mais ok. Ça facilite la rétention de l'utilisateur, mais pour cibler certaines infos essentielles, ça peut le perdre. Ça c'est bien, Will. En effet, le scroll infini, c'est une mauvaise UX qu'utilisent par exemple les réseaux sociaux pour vous rendre captif. C'est-à-dire que tu dis, ou comme, prenez TikTok, tu regardes une vidéo, tu dis, oh, je scroll. Bon, allez, une dernière. Bon, elle était pas ouf, je scroll. Et t'es pris dans une boucle non vertueuse. C'est vertueux pour TikTok, c'est-à-dire que c'est vertueux pour le réseau social qui te garde sur son appli. Mais si on parle d'expérience utilisateur, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Parce que du coup, tu as perdu ton temps devant de la merde. Voilà, si on peut gratter un peu, c'est ça quoi. Il y a le facteur anxiété, voilà, de jamais finir. Voilà, Daniela, t'as raison, tu dis, je regarde 2-3 Insta, j'arrive pas à m'arrêter, tu vois. Si t'as 10 sections à scroller, tu t'y retrouves pas, ouais. L'utilisateur peut se perdre. Après, si on parle d'Instagram, forcément, c'est bien. Bah oui et non, c'est bien pour la plateforme Instagram, c'est pas bon pour les utilisateurs d'Instagram. Encore là, c'est pas très précis cette idée reçue là sur le site parce que le scroll infini est une référence dans la conception. Donc, le mot référence fait qu'on dit non parce que c'est pas une référence. Par contre, on pourrait se poser quand même plusieurs questions de quand on doit l'utiliser et pas. Donc là, la réponse, je pense, ça va être non. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que c'est non et pourquoi et quand est-ce que c'est oui. Alors, c'est parti, on va mettre non. Donc, bravo à tous. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir pourquoi. Donc, non, le scroll infini n'est pas une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. Ça, on sait. Vous commencez bien, le scroll, c'est comme pour tout. Quand c'est trop, c'est trop. Et c'est même l'inventeur de cette pratique qui l'affirme. Le scroll infini permet à l'utilisateur de faire défiler le contenu d'une page à l'infini, comme son nom l'indique. Pour l'instant, on est d'accord. Côté utilisateur, cela peut se transformer en expérience fastidieuse et témoigner d'une chose. Votre visiteur ne parvient pas à trouver l'information qu'il cherche. Voilà, vous l'aviez dit, bravo. Avec le scroll infini, on supprime les signaux d'arrêt. Par exemple, la pagination de Google qui peuvent pourtant avoir leur utilité. C'est vrai que quand vous trouvez pas votre recherche sur Google et que vous arrivez à page 2, vous vous dites, ok, c'est que ma recherche, elle est pas bonne. S'il y avait un scroll infini, vous vous perdriez dans des méandres et vous perdriez peut-être votre temps. Quand je bois un verre de vin, je m'arrête au moment où mon verre est vide. Ça dépend des gens, mais ok. C'est à ce moment-là que je me demande si j'en veux encore. Avec le scroll infini, il n'y a plus de signaux d'arrêt et c'est des millions d'heures d'utilisation de gâchés à l'échelle humaine. Et ça, c'est le biais et les réseaux sociaux, forcément, ils s'en fichent un peu parce que c'est leur gagne-pain, mais là on parle d'utilisateurs, donc c'est très dangereux à l'échelle de l'humanité, comme le dit Asa Raskin. Si le scroll infini est utilisé sur votre plateforme, cela peut signifier que vous ne poussez pas le contenu le plus pertinent en fonction de vos utilisateurs, et donc que votre interface manque peut-être d'efficacité. Exactement. Donc pousser du contenu parce que le but c'est que tu veux que le gars reste longtemps, ou pousser du contenu pour que le gars trouve ce qu'il veut vite. Voilà. Et il n'y a pas à critiquer les réseaux sociaux parce que leur but c'est que les gens restent longtemps, donc on peut rien leur dire à ce niveau-là. Martin Autor, ouais, l'objectif de ton appli c'est qu'elle soit attractive et que la rétention client soit bonne et le scroll infini est parfait. Et voilà. Donc si ton brief c'est faire rester les gens longtemps, bah un truc avec du scroll infini c'est intéressant. Si ton brief c'est il faut que tu aies accès à l'information le plus efficacement possible, non. Après voilà, cette rétention des réseaux sociaux elle est quand même très discutable. Go créer une surcouche Twitter avec pagination.
C'est un débat, en vrai, c'est un débat. Tout ce que font les réseaux sociaux à l'humanité, c'est un vrai débat. Et souvent, ça ne suit pas les règles du X centré utilisateur. Souvent, les réseaux sociaux, ils vont un peu à l'encontre en mode, nous, on veut juste vous bouffer du temps, quoi. On passe au suivant. Tout doit être nécessairement accessible depuis la homepage. Vrai, faux, joker. Faux. Je dirais faux. Intéressant comme question, je pense que ça dépend de l'objectif du site, mais en général, je dirais oui quand même. Pour moi, la navigation est faite pour ne pas avoir besoin à tout avoir sur la homepage. En vrai, là, je veux pas faire le malin devant vous, mais je sais pas trop quoi répondre. Tout ne doit pas être accessible de la homepage. La réponse est vos éléments principaux, le 80-20, les fonctionnalités principales doivent être accessibles de la homepage. Donc, évidemment, c'est faux. Mais il faut pas éloigner trop de choses de la homepage pour autant, quoi, je pense. C'est l'erreur de beaucoup de sites. Et encore pire, ceux qui veulent le mettre avant la ligne de flottaison. Ça m'énerve. Donc, comme c'est écrit nécessairement, je vais dire faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ligne de flottaison, c'est quoi? Ligne de flottaison, c'est quelque chose que tu ne dois plus connaître. En gros, c'est un gars, il va te dire, je veux que ce soit au-dessus de la ligne de flottaison, donc avant le scroll. Tu vois, là, ça, c'est en dessous de la ligne de flottaison. Sauf que, aujourd'hui, c'est plus trop vrai, puisque t'as des milliers de tailles d'écran différentes. Donc, t'as des milliers de lignes de flottaison. Donc, un client qui te dit ça, tu lui dis, mec, c'est plus trop d'actu ton délire. Comme le dit Monsieur Doigt, d'envie de tuer des gens, les gens qui te demandent ça. Let's go sur le faux. Oh, merci l'Argenta. Bravo, j'ai bon en plus. Merci pour tes 6 mois. Le responsif, c'est aider à faire arrêter ça. Exactement, Monsieur Doigt. Tu mets le doigt sur quelque chose. Ok, assez déconné, donc on a eu bon. Alors, c'est bien vu, clair, net et précis, comme une homepage en fait. Face à certaines situations, les individus vont subir une charge cognitive importante, c'est-à-dire que la quantité d'informations sensorielles qu'ils pourraient traiter dans un laps de temps donné va être dépassée. Très scientifique pour dire qu'il y a trop de trucs à l'écran, quoi. Trop stimulés, les utilisateurs vont se retrouver dans une situation de stress, peut-être un peu exagéré, mais ok, qui engendre des actions irréfléchies, des comportements imprévisibles. Tout ça pour dire que l'interface n'est pas claire et qu'on est perdu vers trop d'infos, trop d'actions. Imaginez un instant, vous êtes dans une voiture au feu rouge, en train de chercher votre route. Vous tentez de vous concentrer, mais sur la banquette arrière, vos 2 enfants que vous ne désiriez pas, car votre putain de bonne femme... Non, désolé. Vos 2 enfants pleurent. Devant vous, un piéton traverse sans regarder, et un autre conducteur vous klaxonne pour avancer. Face à tout le brouillard informationnel qui vous entoure, difficile de rester focalisé sur votre recherche, non? Mais écoutez, ça c'est le quotidien en voiture, hein, ceci dit. Et bien sûr, un site internet, c'est pareil. L'accumulation d'informations brouille le message et perturbe la navigation. En vrai, ils sont pas mal leurs petites métaphores, ça aide bien à faire comprendre les messages. Pour les débutants, c'est cool. Laissez vos utilisateurs découvrir naturellement votre plateforme et passez à prioriser et hiérarchiser votre contenu. Si votre site est bien construit, alors vos visiteurs trouveront rapidement l'information qu'ils cherchent et vivront une belle expérience, indépendamment du nombre de clics. Merci. Ok, c'est très clair. Mais en même temps, c'est vraiment, voilà, une page, c'est un titre, une accroche, un CTA, et voilà, faut pas en faire trop. Next. Question 3. L'UX designer, c'est le nouveau webmaster du 21e siècle. Mettez cette horrible idée reçue à la poubelle, s'il vous plaît. D'accord? Je suis trop fort. Et non, on a tendance à penser que le métier du UX se résume à celui d'architecte du web. Mais cette discipline est avant tout une manière de penser. Et oui, Jamy. Énorme. Et peut s'appliquer aussi bien au monde numérique qu'au monde physique, aux objets et aux processus. Prenons l'exemple d'un distributeur de billets. Lors de leur mise en place, de nombreuses personnes, ces débiles, oubliaient leur carte bancaire dans le distributeur, ces putains de... Pour comprendre l'origine du problème, il fallait analyser le processus d'utilisation. Une fois arrivés au guichet, les clients inséraient leur carte, sélectionnaient le montant voulu, retiraient leur argent et dans de nombreux cas, repartaient sans avoir récupéré leur carte bleue. Que des idiots. Or, en inversant simplement les étapes, obtention de l'argent et obtention de la carte, ces oublis disparaissaient. Les clients récupéraient leur carte mais aussi leur argent. La raison, une personne revenant retirer des liquidités ne repartira pas sans, car c'est l'objectif principal de sa venue au guichet. Story time. J'étais sur une aire d'autoroute, j'attends pour retirer de l'argent. Un mec, 50aine d'années devant moi, il fait ses trucs, donc j'attends à 1 mètre, 2 mètres. Il s'en va, j'arrive devant le guichet, 200 balles, il a laissé tous ses billets, 200 balles. À votre avis, qu'ai-je fait à ce moment-là? 200 balles, ils étaient là. Le gars avait pris sa carte, mais pas ses billets finalement. Et bien exactement, je me suis retourné, j'ai couru vers lui, fait monsieur, vous avez oublié ça. Et le mec, je te jure, ça doit être une sensation bizarre, mais il était en mode, je lui présente énormément de thunes. Et voilà.
Bon, j'ai enlevé 2-3 billets au milieu quand même. Voilà. Les distribs de billets en Chine sont encore sur le modèle 1 de cash. Ah d'accord. Ils sont pas UX quoi. Le nombre de cartes oublié. Putain, j'ai rendu l'argent. Comme on dit dans le jargon, rends l'argent. Bah j'ai rendu l'argent. Ouais. Après, ça va tellement vite que t'as pas le temps non plus de penser à mal en fait, tu vois. Tu réagis naturellement, tu vois. Ça m'a oublié d'oublier mes billets au Canada. Les distributeurs n'ont pas le même ordre d'étape. Putain, au Canada non plus. Japon, Chine, Canada, UX. Mais le mec ne m'a pas énormément remercié. Je pense qu'il était tellement abasourdi en fait. Il était comme ça. Ah, ok, merci. Tu sais, il était vraiment what the fuck quoi. Ouais, il était à l'est. Ouais, il était à l'ouest, mais je pense que le fait d'avoir oublié retrouvé, il a dû être un peu choqué. Alors, pour être simple, le design doit être minimaliste. Nope. Tout ce qui est mini et mignon, oui, tout à fait. Mes amis dans le chat. D'ailleurs, pourquoi dire à l'ouest et pas à l'est ? Ça avait un rapport avec la guerre, les Allemands. Les Allemands étaient à l'ouest. Je sais plus, il y a un délire avec les tranchées, non ? À l'ouest, à l'est. Nope. Mini et mignon, on est obligé là. Faux, totalement faux. Ok, donc vous êtes plutôt sur nope. On peut faire des trucs simples avec n'importe quel design. On peut faire des trucs simples et nomorphiques. On peut faire des trucs simples et skeuomorphiques. On peut faire des trucs simples et brutales. On peut faire des trucs simples et épurés. On peut faire des trucs simples et colorés ou noir et blanc. Enfin voilà. Donc en effet, la simplicité, c'est pas corrélé au style de design, je pense. Donc ce sera un nope. L'est ou l'ouest, c'est une vraie saloperie selon comment on se tourne, c'est pas pareil. Très bonne ref. Ok, boum. Ok, let's go. Bonne réponse. C'est bien joué. Pourtant, la question n'était pas simple. Bien que minimaliste, c'est quoi la différence déjà ? C'est une confusion très répandue. On a tendance à assimiler la simplicité au minimalisme. Or, ces deux termes diffèrent par leur forme et leur but. Quand la simplicité vise à réduire la complexité, le minimalisme s'attache quant à lui à réduire le nombre des éléments au strict minimum. Cette nuance a son importance. Ne pas en prendre compte peut conduire à bien des écueils. Car privilégier le minimalisme dans un but de simplicité, c'est souvent prendre le risque de perdre votre utilisateur ou de ne pas être compris par lui. Par exemple, en lui proposant des pictogrammes sans nom ou description associée, ou en choisissant un menu burger minimaliste, mais qui ne sera pas vu par tous vos utilisateurs et ne les informera pas directement du contenu de votre site. Très bien. Juste un truc. La plus probable des origines vient d'une adaptation de la locution anglaise to go west, aller à l'ouest, qui au moment de la Première Guerre mondiale voulait dire mourir ou être tué. Voilà. En gros, c'est aller à l'ouest, c'était la guerre, du coup, à l'ouest. Boum, il y avait les méchants. Puis, voilà. Merci. J'espère que vous aimez ma chaîne de vulgarisation de la langue française. Question UX suivante. Plus un utilisateur aura le choix, plus il sera satisfait. Mettez un terme à ces moucherons. Nombre de choix. Je laisserai bien un choix bleu. J'en mets 2, mais je fais n'importe quoi. J'en laisse 2. Ah, j'enlève tout ? Comment je fais ? Je peux pas... Faut que j'enlève tout ? Ok. Ah, j'ai tout enlevé. Écoutez. Non, ce n'est pas parce qu'un utilisateur a plus de choix qu'il est plus satisfait. Offrir des choix à ses utilisateurs pour leur donner un certain contrôle est pertinent et judicieux, à condition que cela soit fait avec parcimonie et bon sens. Car multiplier les propositions sans les prioriser augmentera la charge cognitive de l'utilisateur. Vous risquez alors de le paralyser dans son processus décisionnel et peut-être même de faire naître de la frustration. Illustrons cette situation avec un exemple. Et on adore les exemples ici. Vous êtes installé à une table d'un restaurant. Le serveur vous présente une carte avec 15 entrées, 15 plats et 12 desserts. Philippe Etchebest l'a dit dans Cauchemar en cuisine. La carte est trop complexe. Il faut simplifier la carte. Dans le restaurant voisin, servant les mêmes spécialités, la carte contient uniquement 6 entrées, 6 plats, 1 plat du jour et 4 desserts, ce qui est déjà beaucoup trop pour Philippe. Mais soit, il y a fort à parier que vous prendrez beaucoup plus de temps à choisir le menu qui vous fera plaisir dans le premier restaurant. Pire, en proposant un nombre important de choix, vous multipliez le risque de créer de la frustration en choisissant un plat, je me prive de tous les autres, mais quoi ? Et sur internet, c'est la même chose. C'est en hiérarchisant les choix et en présentant les bonnes fonctionnalités en bonne quantité au bon moment que vous offriez la meilleure expérience à vos utilisateurs. Et c'est pour ça que des sites de luxe paraissent plus beaux parce que voilà, ils ont 3 produits, les produits sont très espacés, très épurés, des actions très simples. Et les trucs discount, on a 25 produits, 25 déclits, 25 offres, ça donne pas le même effet. 8 best. Les espaces blancs sont des espaces perdus ? Les espaces blancs ne sont pas des espaces perdus ? Dites-moi tout. Ne sont pas. Les espaces blancs sont hyper importants, ne sont pas. Mais oui. Les espaces blancs, les white space, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, moi j'explique souvent, si vous voulez voir si votre design il est bien, vous pouvez passer votre doigt partout comme ça entre les blocs. Sinon c'est que c'est trop proche. Votre bonne réponse est blanche comme neige. Sous-estimer, dédaigner ou simplement ignorer l'espace blanc n'a pas toujours bonne presse. Pourtant, il s'agit d'un élément central de la conception de la mise en avant de l'information. Au sein d'une page, les espaces blancs renforcent la lisibilité, aident à prioriser vos contenus et jouent même un rôle sur votre positionnement de marque. Nous l'avons vu précédemment, tout est lié à
cette fameuse charge cognitive. La présence du blanc ou de vide nous aide à rester concentrés sur une information précise. L'espace blanc doit être considéré comme un élément actif, pas un arrière-plan passif. Et oui, le truc le plus dur à argumenter. En fait là, un client il va te dire bah là mets les 3 autres boutons, il y a du vide au lieu de les mettre dans les 3 petits points là. Ça va être le truc le plus dur à argumenter à son client pour lui faire comprendre que en fait t'as pas besoin de ça, mais voilà, c'est du taf. Tiens, il reste du blanc là, rajoute-moi une petite image, ça ferait du bien. Exactement Léa. Ouais, mais encore une image, bon, tu peux lui dire écoute, voilà, mais s'il te dit rajouter des boutons, il va te dire mais j'ai raison parce que sinon il y a 2 clics pour le bouton, avec ma version il y a qu'un clic et là faut sortir l'argument. Tu te bats, des fois tu laisses tomber, tu lui donnes raison au client. Jamais de la vie. Non, après je me bats pour la bonne réponse, tu vois. Et souvent ce qui se passe quand ton client veut pas t'écouter, il faut sortir la carte utilisateur. Il te dit voilà, moi je veux mettre une image ou un bouton dans le vide là. Tu dis bah on va voir avec les utilisateurs. Du coup tu fais 2 versions, tu montres aux utilisateurs et tu reviens, je dis bon bah ils ont préféré cette version là. Mais c'est du travail. C'est aussi pour ça que les clients nous appellent nous pour notre expertise et qu'ils le font pas tout seuls. Donc il faut pas non plus trop se plaindre que nos clients sont pas bons. C'est normal s'ils font appel à toi qu'ils sachent pas le faire eux-mêmes, tu vois. Donc prendre du temps pour leur expliquer et leur montrer, c'est aussi intéressant. Faut pas dire oh nul, le client il dit n'importe quoi, trop la honte. Enfin faut vraiment faut prendre du recul et dire bah je suis là pour l'expliquer et tout. Moi je le mets dans mon contrat dès le début que c'est moi qui sais mieux et qu'il doit me faire confiance, comme ça c'est clair. Voilà pourquoi InScience n'a pas décroché de contrat depuis 1 an et demi, mes amis. Un flingue, tu arrives plus vite que l'argument. Oh non, oh non. Pour plaire à un utilisateur, il faut un design original. Vous pensez que c'est vrai? Bien sûr, c'est indispensable pour plaire. Non, l'originalité c'est surfait. Oh, intéressant. Intéressant et piégeux. Joker n'est pas présent. Je suis désolé, pas de Joker. Entre les deux, ça dépend, ouais, je suis un peu comme vous malgré tout. Parce que l'originalité c'est surfait, c'est un peu hardcore quand même quoi. En effet, beaucoup de fois ça dépend. Mais pour plaire à l'utilisateur il s'en fiche, hein. En UX pur, il voudra quelque chose qui fonctionne avant tout. L'utilisateur il va s'en fiche que tu as réussi à inverser le bouton panier et à faire un menu latéral au lieu que vertical, il va s'en foutre lui tant que ça marche quoi. Donc je dirais non, c'est surfait. Mais c'est un peu hardcore quand même, allons-y. Bon, j'ai eu bon. Mais là ça se modère. Lisons. Votre réponse est juste et sans chichi comme on les aime. Lorsque l'on organise la refonte d'un site ou d'une application, on est souvent tenté de jouer la carte de l'originalité. Mais celle-ci a ses limites et peut présenter des risques. On vous explique pourquoi. Peut-être qu'ils vont nous dire que s'il y a des choses qui ont été, testées, c'est que ça marche et qu'il ne faut pas forcément réinventer la roue. Au cours de leurs diverses expériences de navigation, les utilisateurs ont développé des habitudes d'interaction. On appelle ça l'affordance, voilà. S'ils ont l'habitude d'avoir eu le menu en haut à gauche depuis 10 ans et que toi tu le mets à droite, tout ce que tu risques c'est de pas leur plaire en fait, parce qu'ils ont l'habitude. Donc on appelle ça l'affordance. Ces expériences cumulées leur permettent, lorsqu'ils arrivent sur un nouveau site ou sur une application inconnue, de savoir comment réaliser une démarche ou sur quel bouton cliquer pour déclencher l'action souhaitée. Et cela sans mode d'emploi. L'utilisateur est déjà éduqué. Très bien, c'est vrai ça, c'est intéressant. D'ailleurs ça me fait penser à la conférence que j'avais vue au Kik Festival. Dans cette conférence, ils expliquaient cette homogénéisation du design, donc les logos qui devenaient tous pareils, on appelle ça le blending, c'est-à-dire il n'existe plus de branding. Voilà, toutes les marques se retrouvent avec des logos noirs sur fond blanc, voilà, ça se blend, mais que ça n'avait pas que du mauvais, parce que là, on le voit sur cette image, ils en parlent. Ça permet d'avoir des expériences de navigation homogènes, et du coup, dès qu'on ouvre une nouvelle appli, on sait comment naviguer et on gagne vraiment du temps. Voilà. Et si on se concentre plus sur les logos, évidemment, ils ont de moins en moins de caractères, mais il y a beaucoup plus de storytelling autour, et surtout ces logos, comme ils sont plus simples, ils peuvent marcher sur de la photo, sur de l'affiche, sur du smartphone, sur ça. Voilà, je vous explique un peu des trucs en désordre, mais voilà, c'est ça le blending, c'est le branding qui se mélange, qui se blend. Voilà, ça m'a fait penser à ça, ce petit paragraphe. C'est aussi parce que le blending va perdurer beaucoup plus dans le temps. Exact, Piaf. Plus choquant, c'est les marques de créateurs dans la mode. Ah, vous parlez du blending aussi, tiens, intéressant, on en a parlé en même temps. Vous connaissiez ça, le blending? Excellent. Ça fait aussi branding intemporel, voilà. Plus économique. Ah, vous connaissez bien le blending tous, c'est cool. Est-ce que ça n'enlève pas une expertise au final? Non, tu décales juste l'expertise. Elle est juste décalée quelque part d'autre. Tu crées ton originalité et ta valeur autre part. Auparavant, t'avais que le graphisme, aujourd'hui t'as le storytelling, t'as l'UX writing, t'as les animations sur les sites aussi, tu vois. Enfin, t'as beaucoup d'autres vecteurs aujourd'hui. Oui, c'est nul le blending. Ah, c'est pas nul. Balo en avait parlé, mais sinon je connaissais pas avant. Ah, Balo en a parlé.
parlé, oui, c'est vrai. Ah oui, la mort du graphisme. Il en a parlé quand? Le 10 décembre. Oh, hey! Ah, c'est drôle, il a fait une vidéo là-dessus 1 an après moi. Trop bien. Mais en vrai, c'est trop bien, cette analyse, elle est hyper cool, quoi. Pas mal de marques associées blending et branding. Yes de Ballot. Yves Saint Laurent notamment, ouais. Moi, je trouve ça dommage des marques de luxe qui se suffisent d'une simple typo. Mais en fait, faut pas voir ça comme ça. La marque de luxe, elle a une façon de photographier, une façon de filmer, une façon d'animer, ils ont un sound design. Tu vois ce que je veux dire? C'est leur En fait, le fait d'effacer le logo, tu vois, c'est comme simplifier le design et du coup, tu vois le produit, tu vois l'histoire. Et le logo, il s'efface. Et c'est comme si tu prenais auparavant la tendance d'il y a 10 ans de simplifier les interfaces. Tu disais, il faut laisser le content first, tu vois. Enlever les fioritures, les ombres, les dégradés, content first. Et ben, le blending chez Yves Saint Laurent, c'est un peu cette tendance, c'est-à-dire que c'est le produit en avant avec le sound design, le storytelling et ça, et le logo, voilà, il s'efface parce que c'est pas l'important, tu vois. Le logo, c'est la base de l'histoire d'une marque. Oui, mais le logo existe encore, mais c'est pas assez fort, tu vois. Le plus fort, c'est de montrer vraiment, on est dans l'ère du storytelling, tu vois. Apple, il montre pas son produit, il montre pas son logo, il va raconter une histoire d'une famille heureuse parce qu'ils utilisent un iPad et ils disent pas l'iPad, ça va vite. C'est des stratégies qui marchent bien parce qu'elles touchent les émotions. C'est toute une identité visuelle, mais au-delà du logo, ça rend le design bien plus intéressant à mon sens. Mais le logo a toujours été important dans la reconnaissance du grand public. Oui, oui. Mais souvent, tu sais, les marques qui font du blending, ils gardent le vieux logo aussi, tu vois. Ils gardent le vieux et le nouveau, tu vois. Le vieux pour mettre comme ça et le nouveau pour mettre sur des photos et tout, tu vois. Mais bon, on rentre dans un débat où je ne maîtrise pas grand chose parce que en marketing, en branding, je sais pas mon corps de métier. Elles sont maintenant ancrées dans l'imaginaire collectif. Donc mettre en avant leur nom au lieu du logo, ça leur laisse plus de liberté. Exactement, Will. C'est mettre en avant plus l'utilisation que la marque en avant, c'est pas con. Ouais, exact, monsieur Doigt. Ouais, pas faux, ce serait intéressant de voir une étude là-dessus. Ouais, je suis d'accord, Studio Man, mais je suis pas assez pointu là-dessus, mais invitons Ballot pour en parler. Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses à nous dire. Pour appuyer tes propos, Bastille, aujourd'hui on parle de marketing émotionnel pour pousser un client à acheter. Ouais, tout à fait. Parfois même le logo sert plus à rien. Exact. Regarde le logo de Firefox, ça me rend dubitatif. Donc c'est ça. Bah j'aime bien, c'est trop bien. Moi j'adore, moi. C'est l'évolution, ils ont simplifié, il n'y a plus que la queue, c'est un rond, c'est très bien. Ils peuvent l'utiliser sur plus de supports que celui-là, ils peuvent le décliner dans plusieurs tools. Bah non, moi je trouve ça bien, j'en étais où. Alors, jouer la carte de l'originalité, c'est brouiller ses représentations. Le forcer à réfléchir et souvent lui faire perdre du temps dans la réalisation d'actions simples. Or, lorsqu'il arrive sur votre site, votre visiteur a peu de temps à perdre. Il est ici pour une raison bien précise, acheter ou trouver de l'information. Construire un site ou une appli en s'affranchissant de toutes les bonnes pratiques, c'est prendre un risque et parfois même remettre en cause l'intégrité de votre plateforme. Certains designs ont déjà été testés et approuvés par d'autres entreprises. N'hésitez pas à les lister et à les appliquer. Je le dis souvent ça, allez voir les guidelines des autres. Si ça a été fait et que ça marche, pour une bonne raison, n'hésitez pas à réutiliser ce qui fonctionne. Un exemple? Mais oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu d'exemple. Le menu des applications qui figure en bas des écrans des smartphones. Il a fait ses preuves en termes d'usage. Bien sûr, il n'est pas interdit de challenger ce qui existe. Au contraire. Mais assurez-vous que le facteur originalité répond bien à une attente ou à un besoin de vos utilisateurs. Ne faites pas de l'originalité pour être original, mais pour répondre à un problème, bien sûr. Il ne doit pas découler simplement de vos envies, mais naître de l'analyse de vos cibles et leur contexte. En d'autres termes, l'originalité doit être fondée. Très bien. La marque évolue avec le souvenir des gens. Exactement, Pila. Très bien. Donc, on l'a vu ça avec la tab bar. Bien sûr, vous n'allez pas commencer à mettre une navigation, je ne sais pas, à gauche sur un smartphone parce que vous voulez pas faire comme les autres. Alors, cliquez sur les mots dans l'ordre pour écrire une phrase qui, selon vous, est pertinente. J'ai à la majuscule, mon site ne doit pas être nécessairement mobile first. Parce qu'en fait, le mobile first, c'est uniquement si votre utilisateur va arriver sur mobile. Si vous avez 90% d'utilisateurs sur desk, votre site ne doit pas nécessairement être mobile first. Bravo Bastille, bravo! Je suis Bastille UX désormais. Bon, ça, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne, mais on va quand même lire le paragraphe. En gros, mobile first, si une bonne raison, encore une fois. Si les stats disent que l'usage est sur mobile. Plusieurs options s'offrent à vous lors de la refonte d'un site, et chacune présente ses avantages. Un site responsive ou adaptatif peut parfaitement convenir à vos besoins, mais sa conception initiale en mobile ou en desktop fera la différence. Pour trouver la solution la plus pertinente, différents critères sont à prendre en compte. Le temps dont vous disposez, vos contraintes, vos utilisateurs et bien sûr votre budget. Pas trop d'accord sur le budget, sinon ça fait faire de la merde. Sachez qu'opter pour un site mobile first signifie que tous les contenus et fonctionnalités seront imaginés et développés pour du mobile. Cela risque donc de ne plus convenir lorsque on passera sur du desk.
la version mobile étant souvent moins riche car peu de place à l'écran, contrainte de chargement en fonction du réseau ou la puissance des téléphones, peu de temps d'attention accordé car souvent en mouvement, etc. Cela implique alors de revoir le format desk et génère donc deux conceptions différentes, ce qui complexifie le développement et rallonge le temps de production. Ouais, après je suis pas trop d'accord sur la strate du budget. C'est pas parce que t'as pas de budget que tu vas pas faire du mobile first. Si t'as pas assez de budget, tu fais du mobile first et sur desk t'as juste un truc centré en attendant, tu vois. Et là c'est ok. Et si t'as 90% de tes gens sur mobile, ça ira. Mais complètement s'empêcher de faire du mobile first à cause du budget, c'est dommage. C'est une agence, ouais, c'est vrai qu'ils veulent vendre les petites prestats tranquillement. Complètement. Il n'est pas nécessaire de rencontrer les utilisateurs, nous sommes comme eux. Selon vous, est-ce exact? Non, l'être humain est une réalité complexe. Oui, l'unité fait la force. Oui, nous ne varions les uns les autres qu'au niveau de modalités, quoi. Non, nous vivons dans un monde de progrès façonné par la diversité. Je dirais... vous dites quoi? Yves, Claude, Ésope ou Pierre? Moi, j'hésite entre Claude et Yves. Je vais pas vous mentir. Hein. Là, j'hésite entre Claude et Yves. Hein. Je sais pas si on peut mettre deux. Yves, c'est un gars bien. Claude inspire la confiance. En même temps, Yves, il a une pastèque sur la tête. Claude, il a une balle de tennis sur la tête. Je sais pas à qui je devrais faire confiance, tu vois. En plus, Yves, il finit par 3 petits points, ça m'énerve. Genre, il se donne un air un peu philosophe, tu vois. Ça veut rien dire, une réalité complexe. Vas-y, je mets Claude. Oh, j'ai bon avec Claude. Oh, j'ai pas fait confiance à Yves avec son citron et ses 3 petits points. Oh ouais, non. Tous les utilisateurs sont dans la nature. Il ne peut donc pas y avoir qu'une seule façon d'utiliser un site internet. Selon leur profil, les utilisateurs peuvent réaliser des parcours différents pour une même tâche. Tester différents parcours permet d'identifier les points bloquants et de mettre en exergue les problèmes rencontrés, même si un UX a déjà fait ses propres tests. Parfois, il arrive même que les utilisateurs nous surprennent dans leur façon d'utiliser le site. Ils peuvent avoir des réactions auxquelles on n'aurait jamais pensé, ça c'est sûr et certain. Très bien les amis, bah oui, Yves avait l'air vraiment louche. L'UX designer doit rendre mon site intuitif. Intuit quoi? Nope. Oui, tout à fait. Bah oui, hein. Non? Nope. Intuit quoi? Tout à fait. Bah ouais, intuitif, ouais. Ouais, bah ouais. Bon. Oh, tcheu! C'est pas ça, les amis! Vous m'avez dit n'importe quoi! Vous n'avez pas dit la bonne réponse! On a faux, putain. Et non, l'UX designer ne doit pas rendre mon site intuitif. Ah, raté. Comme quoi les intuitions sont parfois trompeuses. On dit que quelque chose est intuitif quand sa compréhension est immédiate. De son côté, l'UX designer se concentre sur l'expérience d'utilisation. Celui-ci devient acquis à force de pratiquer. Ce n'est donc pas la même chose. Si l'UX n'est pas l'ennemi de l'intuition, ce n'est pas son but premier. Notre objectif avant tout est de guider les utilisateurs dans leur parcours sur le site, avec pédagogie. Et si son utilisation est intuitive, c'est la cerise sur le gâteau. Prenons l'exemple de Brompton Bicycle, le fabricant de vélos pliables. Vu comme ça, déplier ce vélo n'a pas l'air évident ni intuitif, pas vrai? Mais si vous achetez un de ces vélos, vous ne repartirez pas du magasin sans vous être entraîné à le plier, à le déplier étape par étape avec l'aide d'un vendeur. Et cet accompagnement fait partie de l'expérience client. Vous l'aurez compris, ce qui compte avant tout dans l'UX, c'est l'accompagnement de l'utilisateur pour qu'il puisse parcourir un site de la meilleure façon. Intéressant, l'exemple du vélo. Ok, vous en pensez quoi de cette explication? Ça, je comprends. Mais on aurait pu trouver un autre exemple, comme l'exemple de l'originalité, où si on change le menu, bah on rend le truc pas intuitif. Donc bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Après, c'est peut-être lui qui doit rendre le truc intuitif. C'est un point de vue, ok. Après, on est de mauvaise foi, on est d'accord ici, tous autant qu'on est là, les 62 du chat. On est de mauvaise foi, on l'assume. On avait bon, tiré par les cheveux un peu, ok. Sur un site, il y a personne pour t'expliquer où cliquer. Bah si, malheureusement, des fois, il y a des vieilles flèches, des vieux overlays qui disent bienvenue sur les sites, là il y a ton compte, là il y a ton panier, ciao. C'est la pire chose à faire, c'est ça. Je déteste. Un site, une appli, c'est comme une blague. Si t'as besoin de l'expliquer, c'est qu'elle est mauvaise. En gros, si tu dois expliquer ta blague, c'est qu'elle est mauvaise. Si tu dois expliquer ton site, c'est qu'il est mauvais. Donc en gros, moi je suis pas trop d'accord non plus avec ça. C'est-à-dire que si tu dois commencer à dire regardez, c'est ici qu'on plie le vélo, regardez, c'est ici qu'on va dans son compte, c'est que ça a été mal conçu ou qu'il y aurait pu avoir un truc un peu plus intuitif. L'enfer, les overlays comme ça. Ne jamais faire d'overlay comme ça. Si vous avez un overlay comme ça, c'est que vous avez raté votre conception. À mes yeux en tout cas. Bien souvent sur les applications, ce type de tuto, et ben c'est que l'application n'est pas intuitive. Voilà, je suis désolé. Adjugé. Order. Un bon site n'a pas besoin d'explication. Ou cliquer, donc il doit être intuitif. Ne jamais faire d'overlay, je suis d'accord. UX intuitif, ouais, je suis d'accord. Bah venez, on va tous écrire un mail à l'agence. Allez, ciao. Bravo, vous avez balayé toutes les idées reçues. Ouh là là.
Bloup, 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 bloup. Bon, c'était cool. Ça vous a plu ce petit quiz UX? Ça fait un bon rappel pour les débutants. C'était une bonne occasion de débattre. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était marrant, carrément cool. Cool, un article assez ludique. Ouais, bravo à eux, hein. Castor et Pollux, merci pour ce petit quiz. Attention, ne soyez pas si strict. Certains users ont besoin de ces aides et ne pas prendre en compte en tant que sachant, c'est donc pas les écouter. Alors Pila, tu peux apporter ces aides d'une autre façon qu'un overlay, tu vois. Tu peux avoir construit ta page de façon didactique. Par exemple, si dans ton compte client, c'est là où tu retrouves tes commandes. Au lieu de mettre une flèche avec un layer noir qui dit « Vos commandes, c'est dans le compte, j'ai compris ?» Petite croix. Au lieu de faire ça, tu peux très bien, quand une commande est ajoutée, avoir un toaster qui se déroule sous le compte et dire « Une commande a été ajoutée, allez dans votre compte pour la voir au moment voulu. » Voilà. Donc tu apportes ces infos au moment voulu et pas au départ de l'application où il te montre tous tes trucs. C'est ça que je veux surtout dire, les overlays, tu vois. Voilà. Mais du coup, qu'en est-il des jeux vidéo? La plupart du temps, les tutos pour expliquer le HD et menu, il y a des jeux vidéo qui vont te faire un tutoriel fluide avec des PNJ qui vont t'apprendre au fur et à mesure avec quelque chose de semi-intuitif dans le sens où, voilà, ton personnage dans le jeu apprend en même temps que toi. Il y a des jeux beaucoup plus hardcore qui vont dire clic droit pour tirer, machin pour ramasser, vas-y, fais l'histoire. C'est deux strates. Il y en a une qui te met beaucoup plus dedans, il y en a une autre qui te rend le truc beaucoup plus mécanique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faire une animation pour le panier qui se remplit, des micro-interactions. Après, la tooltip, c'est pas un overlay, voilà. C'est surtout apporter ces tooltips au moment voulu. Dire au début, mes commandes se retrouvent dans le compte, tu t'en fous, t'as pas de commande. Quand tu passes une commande, tu dis voilà, si vous voulez suivre votre commande, c'est ici, dans votre compte. Avec peut-être le compte qui s'agrandit de façon temporaire, voilà, qui s'entoure en jaune, j'en sais rien. Voilà. Et dans les tutos, il faut skip, ça c'est chiant. Le bon vieux onboarding avec scroll horizontal, c'est ciao. On parle plus d'onboarding. Idéalement, en stratégie d'appli mobile, moi je bosse sur une appli mobile en ce moment, on essaye d'enlever l'onboarding au mieux qu'on peut. Si un onboarding, c'est qu'il y a des choses pas claires et on essaye de l'enlever parce que c'est un frein. La personne se tape 1, 2, 3 écrans, elle a le risque de quitter l'appli. Donc faut arriver dans le vif du sujet, tu vois. Les jeux vidéo, c'est parce que les mêmes commandes, genre les boutons, sont super différents. C'est vrai que contrairement à du web où, comme on le disait tout à l'heure, il y a de l'affordance sur des objets que les gens ont appris depuis une dizaine d'années, en jeu vidéo, chaque jeu vidéo peut apporter ses règles. Mais ça n'empêche pas que tu peux arriver et juste dire première étape, il y a un petit joystick qui s'avance et qui dit déplace-toi. Tu marches dans un monde vide. Tu rencontres une petite boîte. Là, tu as le bouton A qui clignote et tu appuies. Tu vois que ça fait soulever et t'as pas eu A, c'est soulevé, tu vois. Tu vois, tu peux faire les choses de façon fluide. Ok, t'as appris que soulever c'était A. T'arrives devant un arbre, t'as le B qui clignote, t'appuies sur B, ça coupe l'arbre. Ah, donc B c'est coupé, etc. Tu vois. T'as pas à faire une feuille de démarrage au début, quoi. Ok, bah merci beaucoup d'avoir suivi ce petit UX quiz. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos UX design et à me suivre sur Twitch pour d'autres lives. Ah, merci beaucoup Expolion. Merci beaucoup Expolion d'avoir offert un abonnement à Sudden LOL. Merci beaucoup, excellent. Abonnez-vous, venez me suivre sur Twitch, vous voyez, il y a des petites explosions et tout, c'est cool.